Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Malcor, gestionnaire commerciale, administrative et marketing chez Perfection Habitat et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons Habitat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Benoît Mag, notaire à l'étude notariale SCAV et Mag située à Ferrières en province de Liège. Ensemble, nous allons discuter de plusieurs sujets, dont l'achat d'un bien immobilier, les frais d'enregistrement ainsi que l'impact de la PEB sur la valeur d'un bien. Nous parlerons également contrat, investissement, succession. Bref, ça s'annonce complet et très intéressant. Alors, parlons habitat. Bonjour Maître Mag. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir au micro de Parlons Habitat. J'ai juste une petite question au départ. Est-ce que je peux vous appeler Benoît ? Oui, bien sûr, Marie. Super, merci. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. Ok, top. Alors, Benoît, pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous exercez le métier de notaire ? Oui, donc Benoît Mag, je suis notaire sur la commune de Ferrières depuis maintenant 13 ans, en association avec Paul Scavet et maintenant Jérôme Lenel depuis peu. Et donc, on a une étude avec 12 collaborateurs et une étude plutôt de campagne. Ok, super. Alors, globalement, quel est le rôle d'un notaire ? Alors, le statut de notaire, il est hybride, c'est-à-dire qu'il est à la fois officier public, mais il est également indépendant. Donc, il est officier public parce qu'il prête serment et il se doit d'exercer son métier avec probité, exactitude, mais il est également indépendant, donc il exerce comme tout indépendant, il doit trouver des clients et travailler de manière indépendante. Donc, ça, c'est le statut hybride. Il est surtout là aussi pour authentifier les actes qui lui sont soumis. Et donc, il donne une certaine sécurité juridique à tous les actes. Et il donne aussi des conseils de manière neutre et indépendante. À vos clients, alors Aux clients qui viennent nous trouver pour des questions et autres. Il n'est pas là pour défendre nécessairement un client. Il est plutôt là pour donner des conseils de manière impartiale. C'est vraiment ça le rôle essentiel, à côté de l'authentification des contrats qui lui sont soumis. Il donne force probante aux actes, c'est-à-dire qu'il donne la certitude que l'acte ne pourra pas être attaqué par la suite. Voilà. D'accord, parfait. Du côté achat ou vente d'un bien immobilier, expliquez-nous ce que vous faites exactement dans ce cadre-là. D'un point de vue immobilier, le notaire, il va d'abord faire lancer toute une série de recherches. C'est-à-dire qu'il va faire des recherches au niveau des hypothèques, il va lever un état hypothécaire pour vérifier s'il y a une hypothèque sur le bien, s'il y a d'autres choses particulières. Il va ensuite faire des recherches au niveau du cadastre, il va faire des recherches au niveau urbanistique, et on va interroger la commune qui va devoir répondre. Moi, j'appelle toujours ça et qui va devoir donner ce qu'on appelle un peu la carte d'identité du bien, dans laquelle la commune va nous donner les différentes informations urbanistiques concernant le bien qui est acheté ou vendu. Il va faire des recherches au niveau du titre de propriété également, pour vérifier s'il n'y a pas des conditions particulières dans le titre des vendeurs, conditions spéciales sur le bien, des servitudes ou autres. Donc, il lance toute cette série de recherches pour que la vente soit la plus cadenassée possible et qu'il n'y ait pas de discussion, pour que les acquéreurs soient bien au courant de ce qu'ils achètent et qu'il n'y ait plus de discussion par après. Alors, les étapes dans le cadre d'une vente, généralement, les gens font d'abord une offre d'achat. C'est déjà un moment très important. Parce que si l'offre est acceptée d'un point de vue juridique, la vente est déjà parfaite, quand il y a accord sur le prix et sur la chose, d'un point de vue juridique, la vente est parfaite. Souvent, cette offre est faite sous conditions suspensives, éventuellement l'obtention d'un crédit, et donc dès lors, la vente est en suspension, si on en veut, le temps de la réalisation ou non de la condition suspensive, c'est-à-dire de l'octroi du crédit ou pas. Ensuite, on va formaliser cette offre dans un compromis de vente, qui est le moment clé réellement dans la vente immobilière. Je le répète toujours aux clients, il faut vraiment être attentif. C'est là qu'il faut bien vérifier toute une série de choses. Et donc, dans ce compromis, on va modaliser les conditions de la vente, c'est-à-dire prix, garantie éventuelle, à compte, les clauses suspensives éventuelles d'obtention de crédit, de l'obtention d'un permis si c'est pour la construction. Donc, il existe toute une série de conditions que l'on peut mettre dans ce compromis de vente. On va reprendre également les conditions particulières éventuelles. Et une fois que ce compromis est signé, et que les conditions suspensives sont levées, la vente est parfaite et on peut passer au dernier stade, qui est l'acte authentique, qui intervient généralement 4 mois maximum entre le compromis et l'acte, puisque c'est le délai fiscal pour payer les droits d'enregistrement.
Et c'est dans cet acte authentique où on vient authentifier finalement l'accord qu'il y avait eu au préalable. Le compromis, quoi. Voilà, exactement. Et donc, dans les actes authentiques, il faut avoir l'accord des banques. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le notaire ne lancera les formalités telles que urbanisme et autres que quand il aura la certitude que l'acquéreur a son crédit, pour éviter de lancer des recherches qui sont payantes et alors que finalement la vente n'aura pas lieu. Il lancera ses recherches que quand la banque a dit « Ok, c'est bon pour nous » et à ce moment-là, on a le délai pour passer l'acte authentique. L'acte authentique se fait devant le notaire. Le compromis peut être fait entre parties. L'acte authentique, c'est celui qui est rédigé et signé avec le notaire. Ok. Et donc, oui, les actes authentiques, toutes les clauses doivent être levées pour la signer. Oui, tout à fait, pour l'acte authentique, puisqu'à ce moment-là, la vente est faite et parfaite. L'acquéreur repart avec les clés et le vendeur avec des sous. Ok, super. Et entre l'offre et le compromis de vente, il y a un délai à respecter, un délai maximum? Non, il n'y a pas de délai à respecter, mais généralement, il faut que ça se fasse relativement rapidement. Les gens ne comprendraient pas qu'on prenne 3 mois pour rédiger un compromis de vente alors que l'offre a été acceptée. Ce qu'on fait généralement, c'est quand les gens font une offre, on laisse un délai pour le vendeur justement pour réfléchir et pouvoir dire OK, pas OK sur l'offre. Il faut d'ailleurs conseiller aux gens qui veulent faire une offre écrite pour l'achat d'une maison ou d'un terrain de mettre une limite de durée de cette offre, parce que s'ils n'en mettent pas, ils pourraient être tenus ad vitam aeternam avec leur offre, ce qui n'est quand même pas toujours très confortable. Donc on met une durée dans laquelle le vendeur se positionnera, oui ou non, sur l'offre. Ensuite, un délai, je dirais, le temps de récupérer les titres de propriété de la part du vendeur, 2, 3, le PEB, la PEB, justement, et ce genre de choses. 15 jours entre l'offre et pour le compromis me semble être une durée moyenne. Ok, d'accord, parfait, merci. Et donc, maintenant que les présentations du métier ont été faites, on va parler terrain. Imaginons, un auditeur a un coup de cœur sur un terrain. Que lui conseillez-vous de vérifier avant de faire une offre d'achat? Alors, la première chose, je dirais, c'est de vérifier dans quelle zone se trouve le terrain. Donc d'abord vérifier au plan de secteur si le terrain est bien en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, puisque si le terrain est en zone agricole ou en zone forestière, eh bien les possibilités de construire un bien sont plus que limitées. Et donc en zone agricole, c'est possible pour un agriculteur par exemple, mais pas pour d'autres personnes. Donc bien vérifier si le terrain est en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je conseille fortement, c'est de se renseigner auprès de la commune pour demander et se renseigner, voir si ce terrain serait constructible. Ce n'est pas parce qu'un terrain est en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural qu'il est nécessairement que la commune autorisera nécessairement une construction. Je prends un exemple, et c'est des exemples de ma pratique. Il y a certaines communes qui estiment qu'il y a des terrains qui sont de superficie trop petite pour une construction. Et donc refuseront un permis pour la construction sur des terrains qui sont trop petits, ou d'autres communes également qui refusent, ou en tout cas qui ne veulent plus de construction, par exemple ce qu'on appelle en arrière-zone, donc dans laquelle il y a des maisons en première zone et des terrains à l'arrière, et donc ils refusent qu'il y ait des constructions en arrière-zone via des servitudes et autres. Donc on peut avoir un terrain qui est en arrière-zone, en zone d'habitat à caractère rural avec une belle superficie, mais ce n'est pas pour ça nécessairement qu'il sera... Que la commune acceptera. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Et enfin, un autre point également, c'est qu'une fois que les 2 premiers points ont été levés et que les doutes ont été levés, c'est quand même vérifier si le terrain est équipé ou pas, en eau, en électricité. S'il ne l'est pas, vérifier quel serait le coût de l'équipement en eau, électricité. On peut avoir des terrains qui sont très beaux, mais qui sont situés loin d'une route, ou en tout cas et donc les coûts peuvent être assez élevés de raccordement à l'eau et à l'électricité, donc ça, il faut être attentif à ça. Ok, d'accord. Au niveau bornage, etc. aussi, oui, peut-être bien vérifier. Exactement, bien vérifier les limites, puisqu'on peut demander le plan cadastral, mais le plan cadastral, ce qu'il faut savoir, ce n'est que fiscal, le plan cadastral, donc ce n'est pas ça qui donne la certitude de la superficie. Seul un géomètre, finalement, est apte à donner une certitude sur la superficie du terrain. Oui, en plus, on a invité justement un géomètre récemment dans notre podcast. Donc voilà, très bien. À réécouter. Oui. Super. Quels sont les documents que l'auditeur qui a trouvé son terrain coup de cœur peut ou doit impérativement demander au vendeur ? Alors, il peut demander son titre de propriété déjà, donc pour vérifier si sur le terrain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas non plus de conditions spéciales,
particulière de servitude. Une servitude, c'est un avantage qu'un bien donne à un autre. Donc, éventuellement, une servitude de passage sur ce terrain pour accéder à un terrain à l'arrière. Donc, vérifier si ce terrain n'est pas grevé de servitude. Il peut demander également le plan cadastral. Donc, ça, c'est assez simple pour vérifier déjà les limites au niveau du plan cadastral et demander s'il y a eu un plan de géomètre à l'époque avec un bornage ou autre. Ok, d'accord. Vous parliez tout à l'heure de terrain constructible. Est-ce qu'un terrain non constructible peut-il devenir constructible ou vice-versa? C'est très compliqué. En tout cas, le changement de plan de secteur, c'est une procédure qui est extrêmement complexe et qui ne risque pas d'arriver dans un avenir proche et qui n'est plus arrivé depuis déjà très longtemps. Donc, les gens qui ont un terrain en zone agricole et qui l'achètent en disant ça va devenir ça va passer en zone d'habitat à caractère rural. Oui, peut-être, mais franchement, pas pour tout de suite. Ouais, okay. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. La seule chose, c'est que, évidemment, je prenais l'exemple tout à l'heure des constructions en arrière-zone. Il se peut que la commune change son fusil d'épaule à un moment donné et décide qu'il soit de nouveau possible de construire en arrière-zone. Donc ça, c'est possible. Mais changement de plan de secteur, compliqué. Oui, ok, d'accord. Et alors, au niveau d'un lotissement, à partir de combien de terrains on peut parler de lotissement? Alors, lotissement, donc ce qu'on appelle d'un point de vue juridique les permis d'urbanisation, donc ce qu'on appelait avant permis de lotir, maintenant c'est le permis d'urbanisation, c'est à partir de 3 lots qui sont 3 lots à bâtir. Donc on parle à ce moment-là de permis d'urbanisation. C'est une procédure un peu complexe. Et donc, il y a pas mal de règles à respecter. Et à partir de 3 lots à bâtir, sauf exception, il y a quelques petites exceptions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. À partir de 3 lots à bâtir, il faut passer par un permis d'urbanisation. Ok. Et alors, si un auditeur a trouvé un terrain dans un lotissement, est-ce qu'il a des obligations complémentaires Oui, alors généralement, il faut qu'il demande s'il n'y a pas des prescriptions particulières, donc des prescriptions du permis d'urbanisation, justement. Donc, c'est-à-dire que on a peut-être que la commune ou la commune a peut-être imposé certaines prescriptions, d'accord, au niveau de l'urbanisation. Et donc, je prends un exemple, tout ce qui est haies, ils peuvent demander que ce soit dans certain type de haies, pas d'autres. Donc, ce genre de choses, il faut vérifier, c'est dans les prescriptions pour que l'acquéreur puisse savoir exactement ce qu'il peut faire. Ok, d'accord, parfait. Alors, niveau terrain, c'est terminé, merci. On va passer à la construction maintenant. Oui. Faut-il consulter un notaire avant de s'engager dans la construction d'une maison avec un entrepreneur en bâtiment? Alors, juridiquement, il n'y a pas d'obligation de passer par un notaire pour la signature du contrat d'entreprise. Néanmoins, le notaire étant un juriste, il peut tout à fait donner des conseils par rapport à ce contrat. Donc, il arrive assez fréquemment que des clients nous demandent de vérifier le contrat d'entreprise pour vérifier le contrat, vérifier si tout est en ordre, vérifier au niveau des assurances, au niveau des garanties, de l'engagement d'une partie et de l'autre, vérifier si tout cela tient la route, comme on dit. Donc oui, moi je pense qu'il est toujours... En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est que si on se pose des questions, il faut les poser. Oui, c'est ça. Ok, merci. Et donc, pour la petite information, chez Perfection Habitat, toutes nos constructions ont une PEB d'au moins A+, grâce à nos installations complètes, donc panneaux photovoltaïques, chauffage sol, pompe à chaleur, ventilation double flux, etc. Pensez-vous que les nouvelles normes énergétiques et les nouvelles installations ont un impact direct sur la valeur d'un bien ? Oui, ça c'est indéniable. C'est sûr que ces dernières années, on a vraiment vu une évolution par rapport à ça. Alors, en Wallonie, ils ont fait un peu marche arrière par rapport à la valeur, ou en tout cas les obligations qui découlaient de la PEB. En Flandre et à Bruxelles, ils ont pris des mesures par rapport à ça. Non. Mais en Wallonie, on va y venir. Donc, c'est sûr et certain qu'un certificat PEB avec un bon score, on va dire, c'est un gage quand même de stabilité et d'une habitation qui va durer dans le temps et qui prend beaucoup d'importance, ne fût-ce que pour les locations, si par après, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, c'est dans l'air du temps et c'est tout à fait normal, je pense. Oui, ok. Et d'ailleurs, voyez-vous une différence de prix depuis ces dernières années entre une PEB A et une PEB G, H, D même? Tout à fait. Oui, bien sûr qu'on voit une différence.
Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, il y avait les achats immobiliers. Les gens achetaient des maisons dans lesquelles ils refaisaient des vieilles maisons, souvent, ou dans lesquelles il y avait énormément de travaux à faire, et refaisaient des travaux pendant quelques années eux-mêmes, avec des amis, ce genre de choses. La vie fait que maintenant, ça a évolué. Les gens ont peut-être moins de temps, ou en tout cas ciblent plus des biens pour lesquels il n'y a plus grand-chose à faire. Et donc, d'office, les bâtiments neufs, relativement neufs, ou en tout cas avec une bonne PEB, sont des bâtiments qui ont beaucoup plus la cote à l'heure actuelle. Et puis parce qu'on en parle aussi autour de nous, et parce qu'il y a une implication à la fois écologique et autre qui est importante. Donc oui, on voit une différence de prix, c'est certain. Parfait. Une fois la construction lancée, à partir de quand le candidat bâtisseur est-il propriétaire de sa nouvelle maison ? Alors, le propriétaire, il est d'abord propriétaire du terrain quand il l'a acheté, et ensuite de la construction, au fur et à mesure de la construction. Donc, au fur et à mesure de la construction, il devient propriétaire par la règle de l'accession, puisque quand on est propriétaire du terrain, tout ce qu'on vient construire sur ce terrain, on en devient propriétaire. Et donc, on devient propriétaire au fur et à mesure de la construction de la maison. Ok, d'accord, parfait. On va maintenant parler contrat et succession. Quel conseil donneriez-vous à un couple dont l'un des deux investit davantage que l'autre dans la construction d'une maison ? J'ai envie de dire que moi, ce que je conseille, ça dépend évidemment de la différence d'investissement entre les deux, mais c'est de plutôt faire l'acquisition à deux du terrain et puis de la maison, tout appartiendra aux deux. Comme ça, il n'y a pas de modification de quotité entre les deux personnes, et si on veut un jour rééquilibrer ces quotités d'un point de vue juridique, il faut repasser par un acte de vente avec une implication fiscale qui est assez élevée. Ce que je propose plutôt, c'est de faire une convention entre eux dans laquelle il reconnaît, ou elle reconnaît, que monsieur ou madame a mis au moment de la construction de la maison telle somme, et dès lors, s'il y a revente de cette maison ou séparation dans le couple, eh bien, cette convention, elle est valable, et donc la personne qui a mis des sous en plus va pouvoir récupérer la somme qu'elle a mise dedans. Donc, l'avantage de cette convention, c'est qu'elle est sous seing privé, c'est-à-dire qu'elle est faite entre parties. Elle peut être modifiée à tout moment. Il arrive très fréquemment dans la vie d'un couple qu'au départ, un des deux a mis un peu plus d'argent, mais qu'au fur et à mesure de la vie de couple, l'autre rééquilibre à un moment donné. Et donc, cette convention sous seing privé, on peut la rééquilibrer quand on veut, comme on veut, sans qu'il y ait de coût. C'est totalement gratuit, donc c'est quand même nettement plus avantageux que de mettre des quotités dans l'acte entre parties, parce que finalement c'est un peu gravé dans le marbre et c'est compliqué de rééquilibrer ces quotités. Oui, donc la même chose si un des deux a hérité d'un terrain, l'autre personne ne va pas payer la moitié du terrain. On fait une convention alors à ce moment-là. Alors ça, c'est encore une question qui revient très très fréquemment aussi. Alors là, il y a plusieurs possibilités. La possibilité la moins chère, pour le dire comme ça, c'est si c'est le projet du couple est de construire sur ce terrain, de faire un crédit tous les deux, et que la maison leur appartienne à tous les deux. Il est possible, s'ils veulent se marier, ça c'est... Alors quand je dis ça, les gens parfois me regardent un peu marié. En tout cas, si dans leur intention il était de se marier, c'est que le mari, enfin le futur mari ou la future mariée apporte avant le mariage ce qu'on appelle dans un contrat de mariage le terrain, de manière à ce que ce terrain leur appartienne à tous les deux. Et à ce moment-là, la construction qui va se faire leur appartiendra d'office à tous les deux. Ok. Ça, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas de taxation. Donc, c'est juste l'acte de contrat de mariage. Donc, c'est quelques centaines d'euros, mais il n'y a pas de taxe. Donc, ça, c'est bingo, la manière la plus simple. Mais bon, après, il y a le mariage. Alors, bingo, c'est peut-être pas ce qu'il y a de moins cher non plus. J'en sais rien, voilà. Mais sinon, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est ce qu'on appelle une renonciation au droit d'accession. C'est-à-dire, c'est un acte dans lequel la personne qui est propriétaire du terrain va renoncer à la règle de l'accession sur la moitié du terrain en faveur de son conjoint, de manière à ce que les constructions leur appartiennent à tous les deux, et le terrain reste alors, lui, par contre, la propriété d'un des deux. Ok, et donc la moitié est payée par l'autre personne alors ? Oui, j'imagine toujours que si c'est un terrain et que le projet du couple est de construire sur ce terrain et de construire leur maison, oui. J'imagine toujours qu'ils vont financer la construction de la maison à eux deux. Oui. Donc, à partir du moment où ils financent tous les deux la construction, il me semble logique aussi que la maison leur appartienne à tous les deux. C'est pour ça qu'il y a cette possibilité, soit d'apport via un contrat de mariage, soit une RDA où la construction leur appartiendra à tous les deux, parce que, je reviens avec ça, mais l'accession fait que si un des deux est propriétaire du terrain et qu'ils ne font rien du tout, qu'ils font construire sur ce terrain, la maison leur appartiendra à 100% à la personne qui est propriétaire du terrain. Or, ils vont financer ça à deux,
Et là, par contre, une reconnaissance de dette entre eux, une convention, ok, c'est possible, mais ça me semble quand même, alors là, avec des montants relativement importants, donc je ne le ferai pas. Ok, c'est très clair. Que se passe-t-il si, après une séparation ou un divorce, l'un des deux souhaite garder la maison en rachetant la part de l'autre? Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'il faut alors faire une expertise du bien au moment de la séparation. On va d'abord demander si la banque est d'accord de désolidariser son conjoint pour voir si la banque est d'accord qu'il n'y ait plus que cette personne-là qui soit débiteur et pas les deux. On va faire un petit calcul qui est on prend la valeur du bien, on enlève le montant qui reste à rembourser comme crédit, on divise en deux et ça c'est le montant que normalement un des deux va devoir payer à l'autre pour pouvoir reprendre l'immeuble. D'un point de vue taxation, c'est important quand même à préciser, les droits d'enregistrement c'est un acte, ce qu'on appelle un acte de partage, cession de droit indivis, on l'appelle un peu comme on veut. La taxation est de 1% sur la valeur totale du bien. En cas de divorce alors? Alors, divorce, ça c'est une procédure, ça je viens de parler du partage du bien immobilier, d'accord? Oui. Le divorce, ce partage peut rentrer dans le cadre d'un divorce Oui. ou pas. Hein. Donc, il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils se séparent. Un des deux dit, moi, je vais reprendre la maison. Mhm. Eh bien, on va évaluer la valeur de la maison. On va diminuer le montant qui reste à rembourser au crédit. On regarde s'il y a un solde. S'il y a un solde, on le divise en deux. Monsieur va reprendre la maison, va désolidariser madame du crédit et va lui verser une soulte éventuelle en fonction de la valeur. Ok, d'accord. Et donc, oui, les frais d'enregistrement, alors... Les frais d'enregistrement sur le partage, c'est 1% sur la valeur totale du bien. Ok, d'accord, c'est clair. Merci. Et concernant la succession, pouvez-vous nous expliquer brièvement l'importance de la planification successorale lorsqu'on détient un ou plusieurs biens immobiliers et avec ou sans enfants? De manière générale, quand on a plusieurs biens immobiliers, il est pratiquement toujours intéressant d'en donner un ou deux, ça dépend du nombre, avant son décès. Puisque si on en a plusieurs et qu'on ne fait rien, on va se retrouver dans des tranches hautes de taxation. Le mieux étant d'essayer de garder uniquement sa maison d'habitation, puisque sur cette maison d'habitation, il y a des réductions en cas de décès. Donc la maison d'habitation, on l'a gardée, mais si on a un autre bien, un bien de rapport ou autre, eh bien à un moment donné, il est préférable de donner ce bien-là en se réservant l'usufruit éventuellement, comme ça on garde la jouissance du bien, les loyers, etc. Mais au décès, l'usufruit s'éteint, pas de droit à payer, les enfants deviennent propriétaires de ce bien, et donc il y a un avantage fiscal indéniable. Mais donner un bien, ça coûte aussi... Oui, effectivement, c'est un acte notarié, de nouveau. Il y a des droits à payer, des droits de donation qui ont été revus un peu à la baisse. Donc, il est toujours plus intéressant, pratiquement tout le temps, de donner, quand on a plusieurs biens, d'en donner un, même il y a des droits à payer, parce que on va venir enlever ça au moment du décès, et donc on restera dans des tranches plus basses au niveau de la succession. Ça, c'est important, mais il y a des droits de donation à payer sur les immeubles. Il n'y a pas de droit de donation nécessairement sur les biens mobiliers, sur l'argent. On peut payer la taxe, mais on n'est pas obligé. Si on ne décède pas dans les 5 ans, l'argent qui a été donné, c'est terminé, on n'en parle plus. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va parler de ce qui intéresse, je pense, le plus les auditeurs, c'est l'aspect financier de tout ça. Pouvez-vous nous expliquer en détail les frais d'acquisition? Donc justement, on en parlait tout à l'heure. Les frais d'acquisition pour un terrain et aussi pour une maison ou un appartement déjà existant. D'accord. Donc, les droits d'enregistrement, on va les appeler comme ça, parce qu'on appelle les frais de notaire, il faut clarifier certaines choses. Les frais de notaire englobent évidemment les droits d'enregistrement, qui est la taxe que tout propriétaire doit payer quand il achète un bien. C'est ce montant-là qui est le plus élevé. Le reste des frais de notaire, il y a l'honoraire du notaire qui est barémisé en fonction du montant de l'achat. Et alors, il y a les frais de recherche, comme je l'ai expliqué tout au début. Donc, frais de recherche aux hypothèques, à l'urbanisme, au cadastre. Généralement, on tourne aux alentours de 1 000, 1 500 € de frais pour toutes ces recherches-là. Il y a également les frais de transcription de l'acte. Ça, ce sont des forfaits également de 150 €. Enfin, voilà. Donc, il y a ces frais-là. Mais le montant le plus important, c'est les droits d'enregistrement. La règle, c'est 12,5% en Wallonie, la taxe de droits d'enregistrement, quand on veut acheter un terrain, par exemple. Quand on veut acheter un bien également, 12,5%, un bien immobilier, une maison. Depuis quelques mois, il y a maintenant les droits d'enregistrement pour une maison à 3% pour les primo-acquérants, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas encore propriétaires, qui se domicilient dans les 3 ans et qui restent pendant 3 ans, ils ne paieront que 3% de droits d'enregistrement. Quel que soit le prix du cadastre? Alors ça a changé, effectivement. Il n'y a plus cette limite au niveau du cadastre qui existait avant avec les 6%.
où le bien devait avoir un revenu cadastral inférieur à 745 €. Ça n'existe plus, ils l'ont supprimé. Donc la seule condition sont ne pas être propriétaire, se domicilier dans les 3 ans et rester pendant 3 ans. Et donc ces 3% sont d'application maintenant depuis un certain temps. Pour les constructions, la construction, c'est 21% de TVA pour les biens neufs, d'accord. Et depuis peu également, ils ont instauré une TVA à 6% quand on rentre dans certaines conditions par rapport à une destruction, reconstruction d'un bien, se domicilier dans l'appartement ou même pour investissement à long terme, pour essayer de rebooster, je pense aussi un peu La rénovation. Voilà, exactement, Ouais. tout à fait. Ok. Justement, en parlant du cadastre, est-ce que vous savez comment il est calculé? C'est quelque chose d'extrêmement flou pour le commun des mortels. Ils ont des méthodes de calcul par rapport au revenu cadastral qu'ils ne veulent pas donner, qu'on ne peut pas trouver. On sait qu'il y a la superficie qui rentre en ligne de compte, on sait qu'il y a le nombre de chambres, on sait s'il y a une piscine ou autre. Tout ça fait que le revenu peut augmenter. Ils ont des critères. J'ai appris également qu'il y avait aussi un critère de localisation du bien, de certaines communes, donc des communes sur lesquelles il y a un coefficient plus élevé que d'autres. Même au sein de la propre commune, j'ai entendu qu'il y avait certaines rues qui avaient encore des coefficients plus élevés. Donc tout ça fait qu'ils vont déterminer un revenu cadastral. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils ont déterminé un revenu cadastral, qu'ils l'ont fixé, ils vont vous l'envoyer, vous avez le droit de le contester, ce revenu cadastral. Vous avez un délai pour le faire, il ne faut pas attendre trop longtemps. Bon, ils ont toujours bon ton de dire que, attention, si vous le contestez, ils pourraient même le revoir à la hausse. Ça, c'est pour faire un peu peur, à mon avis. Mais si vous trouvez que le revenu cadastral est nettement trop haut, je prends un exemple, si vous demandez à vos voisins qui ont sensiblement le même type de maison que vous et qu'ils ont un revenu cadastral beaucoup moins élevé que le vôtre, vous pourriez vous dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, et vous pouvez le contester alors. Ok, d'accord. Par rapport aussi au point promotion immobilière, si les acquéreurs, c'est la première fois qu'ils achètent un bien immobilier, le terrain peut être les frais d'enregistrement peuvent être à 3% sur le terrain alors, ou ça c'est d'office 12%? Alors, pour le terrain, là, il faudrait que je vérifie, mais je pense que ce sera 12,5% pour le terrain, non, quoique 3% pourrait jouer. Oui, tout à fait, exactement, tout à fait, exactement, tout à fait. Ok, en tout cas, la partie contrat est très claire. Maintenant, au niveau investissement, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite acheter ou construire un bien pour le mettre en location? Un bon certificat PEB est quelque chose d'important, je pense, à l'heure actuelle pour les locations à venir. On a vu en Flandre et à Bruxelles, pour pouvoir indexer les loyers, ce genre de choses, il va falloir maintenant que la PEB soit d'un niveau assez élevé. On va y venir en Wallonie. Je pense que l'avenir, il est là. Justement, c'est ça qui est bien pour les biens neufs et autres. J'investirais plus facilement dans un appartement neuf, en tout cas relativement neuf, que dans un appartement à rénover complètement, pour une question justement de location pour le futur. Pour une longue durée, en tout cas. Exactement, tout à fait. Et c'est toujours des bons rendements. Avoir un bien immobilier en plus que sa maison d'habitation, si on en a les moyens, ça reste un placement qui est bon, je pense, surtout à moyen ou à long terme. Et voilà, il faut bien regarder, aller voir avec sa banque, son notaire. C'est un travail, je veux dire, à plusieurs, voir également éventuellement avec son comptable, son fiscaliste, quelles seraient les possibilités d'acquisition, société, personne physique ou autre. Il y a tout un mécanisme à mettre en place, mais bien neuf, je pense que c'est un bon choix. Ok, ça nous arrange. Voilà, j'imagine. Et alors, selon votre expérience, quelles sont les principales erreurs, ou est-ce que vous avez déjà vu des erreurs que les investisseurs immobiliers peuvent faire? Oui, des erreurs, il y en a déjà eu. Je dirais vraiment, en tout cas, bien s'entourer dès le départ, ne pas faire une offre trop rapide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue juridique, quand on fait une offre et qu'elle est acceptée, la vente est parfaite. Et pour pouvoir se délier de cette vente, c'est très compliqué. Donc, on ne peut pas dire tout d'un coup, j'achète plus ou je ne vends plus. Non, c'est pas possible. Et donc, ça amène des complications par après. Il faut que la vente soit allée devant le juge ou autre, ou qu'il y ait une résiliation amiable, mais qui est souvent négociée. Il y a des indemnités qui sont prévues. Donc, je dirais surtout ne pas s'engager à la légère, très important. Aller voir le bien, s'entourer au moment où on va voir le bien, prendre quelqu'un de qualifié comme un architecte ou pour venir voir si tout est bien en ordre. De nouveau,
Quand c'est un bien neuf, il y a des garanties qui existent, d'accord. Il y a des garanties décennales, des garanties de construction ou autres qui sont là pour protéger l'acquéreur. Si c'est pas nécessairement un bien neuf, si c'est un autre bien, il n'y a pas de garantie des vices. Donc, l'acheteur, il prend le bien tel qu'il est là, avec ses avantages, ses inconvénients. Et le problème, c'est que si on n'a pas été voir de manière attentive avant le bien et qu'on le prend comme ça, on peut avoir des surprises par après sans pouvoir faire grand-chose. Ouais, ok, d'accord. Et alors, actualité et nouvelles réformes. On est actuellement, donc on enregistre cet épisode fin 2025, comme Ouais. si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous voyez des évolutions légales ou fiscales qui pourraient impacter l'achat immobilier dans les prochaines années ? Il y a eu la réduction à 3% de droit d'enregistrement, ça s'est fait. Il va y avoir une réduction, ils ont annoncé aussi des droits de succession, surtout en ligne collatérale, où là, les droits de succession sont très très élevés, ils vont les diminuer. C'est ce qu'ils ont annoncé. Vu de nouveau que les poches sont vides, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'y tenir. Ce qu'on vient en tout cas de constater, c'est que cette réduction à 3% a boosté un petit peu les prix quand même de l'immobilier. Je ne suis pas sûr que c'était ça l'objectif du législateur, enfin en tout cas de ce gouvernement. Je ne suis pas sûr que c'était ça qu'il souhaitait, mais on le remarque quand même, une augmentation dans certaines régions même de 10% par rapport à l'année dernière, donc ce qui est quand même relativement important. Mais l'augmentation ne vient pas aussi du fait qu'il y a quand même un peu moins d'offres par rapport à la demande ? Oui, bien sûr, toujours. Ça, c'est toujours. Donc, Ouais. on le voit aussi, quand il y a moins d'offres, à ce moment-là, les prix augmentent. Et donc, ça, c'est une certitude. Et on avait quand même remarqué, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de manière générale, qu'il y avait une tendance plus pour les jeunes qui achètent des biens, d'avoir des biens dans lesquels ils n'ont plus grand-chose à faire. Donc, c'est-à-dire des biens qui sont en ordre et qui sont performants d'un point de vue énergétique. Et de nouveau, ça c'est un peu une tendance, parce que moi qui suis notaire à la campagne, je le constate aussi, c'est que les grands terrains, grands jardins et tout sont peut-être un peu moins à la mode aussi. Les gens préfèrent avoir plutôt un jardin de taille petite, moyenne, pour l'entretien, ce genre de choses. Donc voilà, bon, ça c'est des petites constatations comme ça. Des petites anecdotes, Voilà, ok. exact. Merci. Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de notre épisode. Quel serait votre conseil phare à toutes celles et ceux qui s'apprêtent à acheter ou à construire sa première habitation ? Donc moi je dirais c'est vraiment de bien s'entourer. C'est le plus important. Il faut s'entourer de gens dont on a confiance. Il faut demander des conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des gens qui sont compétents au niveau technique, s'il y a des choses à vérifier au niveau technique, au niveau juridique, d'aller voir son notaire, son avocat, un juriste pour qu'il puisse vérifier avec vous si les termes du contrat de construction ou le projet de compromis est bien en ordre. Donc c'est de bien s'entourer, de ne pas s'engager trop vite, mais de s'engager quand même. Je pense que c'est important. L'immobilier, je vous dis, en Belgique, reste quand même une valeur relativement sûre. Donc voilà, et comme ça fera, on continue à travailler et on continue à avoir du travail. Super. Merci beaucoup Benoît d'être venu au micro de Perfection Habitat et à bientôt. Merci Marie, à bientôt. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur notre société de construction, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site internet perfectionhabitat.be.